Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Ça n'est pas pour me vanter, mais il me reste un peu de mémoire. Et par exemple, qui avait promis, préparé et quasi signé, il y a un paquet de mails qui l'attestent, une convention de mise à disposition du pavillon Nanta à la Grave, au bénéfice de l'association DAL 31 et du centre solidaire Abbé Pierre, afin qu'elles puissent y continuer leurs actions sociales, et cela en centre-ville, et qui refusa de tenir ses promesses et ses signatures, une fois élu au motif que la crise du Covid avait gravement détérioré les finances municipales. Le candidat devenu maire, Jean-Luc Moudenc, qui veut nous faire croire que la fermeture de Mixar Myris ne serait due qu'à des conditions de sécurité défaillantes et dangereuses pour les personnes y travaillant ou venant y voir des spectacles, alors qu'un mois plus tôt, lors du conseil municipal de décembre 2020, la suppression de la subvention allouée à Mixar Myris avait été actée, évidemment sans que Mixar Myris en soit prévenu. Jean-Luc Moudenc, qui jurait ses grands dieux le 20 janvier 2020, à quelques jours du premier tour des municipales de l'an dernier, qu'évidemment la municipalité contribuerait au rachat du pavillon Mazar. C'est une évidence. Avant de laisser ce lieu dédié au théâtre expérimental fermer ses portes en février dernier sans rien faire, Nicole Yardeni, la membre de l'équipe en campagne de Jean-Luc Moudenc, est désormais conseillère municipale. Alors, lorsque j'ai découvert mardi matin l'affiche montrant Jean-Luc Moudenc posant le regard droit et les bras croisés sous l'intitulé Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, je me suis dit que vraiment, il osait tout et que c'était à cela que l'on le reconnaissait. Car souvenez-vous, les 17 novembre 2012 et 5 mai 2013, c'est le même Jean-Luc Moudenc que l'on avait vu manifester dans les rangs de la Manif pour tous, protestant contre la loi Taubira instaurant le mariage pour tous, une loi finalement votée le 17 mai 2013. Comme quoi, opposant un jour, fluctuant toujours, semble être la nouvelle devise de notre bon maire. Quant à son arme favorite, on la connaît, déjà utilisée dans le quartier Marengo, du côté du bleu-bleu ou à la Grave, c'est la pelleteuse. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé par Alban Pelletier. Ce soir, on parle de Chouf Tolosa, web journal d'information centré sur la vie des quartiers toulousains, avec Emmanuel Riondé, le coordinateur de ce blog, et Leïla Larabi, journaliste de Chouf Tolosa, qui reviendra sur une étude que ce journal a publiée il y a 2 mois, une étude qui montre et qui essaie de voir comment la Dépêche, notre journal local, traite l'actualité des quartiers Mirail et Rennery. Le résultat est assez sidérant. Dans un instant, Jean-Pierre Lérac, la caution morale de cette émission, nous parlera une nouvelle fois de jazz bizarre. Et puis, Fred Thibault vient de nous lancer un SMS d'alerte. La cinémathèque a réouvert, il y a du monde de partout, il faut accueillir les gens qui viennent aux séances. De ce fait-là, il ne sera pas avec nous ce soir et c'est bien dommage, mais cela ne nous empêchera pas de commencer illico et tout de suite par la nouveauté de la semaine. Extrait d'un album qui verra le jour sans doute un jour, le morceau The Ballot of the Bullet fait partie du nouveau répertoire du Zine Trio, associant à la contrebasse de Vincent Ferrand le piano d'Étienne Manchon et la batterie de
Théo Moutou, un répertoire de combat évoquant les saloperies de l'époque, celles passées, d'autres toujours présentes. Et puis, ça évoque aussi les peuples opprimés, tout en réinterprétant quelques chants de lutte ou parlant de la commune, le tout sur des bases résolument jazz. Le Zine Trio jouera jeudi prochain, 3 juin à 19h au Centre culturel Alba Mainville. Ce nouveau répertoire intitulé Hot Songs, concert précédé le lundi 31 mai de la projection, toujours Alba Mainville, du film de Daniel Mermet et Olivier Azam, Howard Zinn, une histoire populaire américaine, un film qui est une évocation de la figure de cet historien américain. En attendant ces deux moments proposés donc par le Centre culturel Alba Mainville, je vous les rappelle, le 31 mai à 18h30, la projection du film sur Howard Zinn, et puis le jeudi 3 juin, concert du Zine Trio à 19h. On retrouve tout de suite illico la tête. Maintenant, le Zine Trio, The Ballot of the Bullet, un morceau dédié à Malcolm X. C'est caramel mou et c'est tant mieux. But before we get into it, since this is the year of the bullet, I would like to clarify some things that refer to me personally, concerning my own personal position. I say we've been misled. I say we've been misled.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Et ouais, vous l'avez compris, vous êtes toujours sur Campus FM, c'est l'émission Caramel Mou et toujours Joe Kangourou devant le micro qui va s'apprêter à le laisser à Jean-Pierre Lérac, la caution morale de cette émission hebdomadaire. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. 2 mots sur ce qu'on vient d'écouter, donc ce nouveau morceau du Zine Trio. Oh, c'est toujours un plaisir d'entendre les projets de Vincent. C'est vraiment très nouveau, cette façon pour le trio. Là, c'est un son nouveau. Bon, c'est vrai qu'avec Étienne Manchon, forcément... non, c'est bien. J'étais très étonné par le chant du batteur, d'ailleurs. Le chant de Théo Moutou. Je me demandais si c'était Vincent qui chantait. Non. Mais par contre, Vincent Ferrand chante sur un autre morceau qu'on écoutera dans pas très longtemps avec justement Théo Moutou. Et l'association des deux est absolument magique, onirique. C'est vraiment extraordinaire. Ça donne envie d'aller à Alban-Mainville le jeudi. Quoi. Voilà, donc on y sera sans doute quelques-uns. Faut quand même se méfier, jauge évidemment rétrécie, donc c'est les 40 premiers qui pourront y rester. À partir de 41, on arrête de faire rentrer les gens. Voilà, donc ça c'est pour le Zine Trio, je vous rappelle, il joue à Alban-Mainville le jeudi prochain, 3 mai. Jean-Pierre Lérac, de quoi qu'on cause aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons parler du rêve de Polyphème. Ah ben ouais, carrément. On va carrément dans les classiques grecs maintenant. Voilà, nous n'avons pas abordé un sujet sur la mythologie, je vous rassure. Ah bon, moi je croyais que vous alliez nous parler de ce grand cyclope. Voilà, non, c'est le fils du cyclope. C'est le fils du cyclope, voilà. Donc c'est le nom donné à ce projet, c'est un projet de Wassim Hallal. Wassim Hallal qu'on connaît un petit peu ici parce que c'est un musicien franco-libanais qu'on a découvert à travers le trio Bel Herbé. Bel Hervé, où on retrouve d'ailleurs notre ami Florian de Monsan, qui était notre invité la semaine dernière à la CAFPO pour un caramel mou en direct de la CAFPO. Voilà, il y a donc une continuité. Alors c'est vrai que l'actualité du trio est un peu moindre en ce moment, mais je crois que ça existe toujours. En tout cas, avant ce musicien, c'est un musicien qui joue du darbouka. Darbouka, c'est un instrument de percussion, peut-être qui est beaucoup joué en Afrique du Nord, également au Moyen-Orient. C'est comme une espèce c'est comme un petit djembé, sauf qu'il y a un beau son, quoi. J'allais dire, c'est un instrument qu'on voit beaucoup sur les bords de la Garonne, mais surtout à ce moment. Oui, un petit peu. En tout cas, c'est un magnifique son de percussion. Voilà, oui, donc, très sec. Très sec, voilà. Et donc là, il a eu un projet assez fantastique, je trouve, c'est de s'associer avec un groupe qui s'appelle le Gamelan Puspa Warna. Alors, le Gamelan, une formation un peu particulière qui nous vient du sud-est asiatique. Voilà, alors le Gamelan Puspa Warna, c'est le nom du groupe, c'est un groupe parisien. Il y a l'équivalent, d'ailleurs, à Bali. Et donc, le gamelan, pour dire, donc, c'est cette musique traditionnelle de Java et de Bali, qui est vraiment axée pratiquement essentiellement sur les percussions, et sur les percussions plutôt métalliques, c'est-à-dire sur ces formations, nous avons beaucoup des gongs, tout ça, il y a des cloches, tout ça. Et il y a le rayong. Le rayong, ça c'est un truc assez incroyable. Le gamelan, c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt de ce projet. Il y a 5 joueurs de rayong sur ce projet. Alors c'est quoi le rayong? Le rayong, voilà. Alors ce qui avait fait dire d'ailleurs à Libération, qui a fait un article sur le projet, qui disait qu'ils en connaissaient un rayong. Ça vaut ce que ça vaut, mais ils l'avaient fait. Ils avaient osé le faire. C'est un titre à la Libération. C'est un titre à la Libération. Donc c'est difficile à décrire. Alors je fais très attention parce que j'ai dit que cet après-midi sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de ma chronique ce soir sur Wassim Hallal, et Wassim Hallal lui-même a liké, a même partager l'article, donc j'ai un petit peu peur qu'il m'écoute, donc je vais faire très attention d'écrire, de pas dire de bêtises. Donc ce sont donc il y a 5 musiciens qui sont assis par terre avec comme des espèces de vibraphone, sauf que c'est des grosses espèces de marmites comme ça, et c'est tapé avec un marteau. C'est vraiment un son très métallique, et voilà, tout cet ensemble comme ça avec un gong, etc. Et lui avec son darbouka, il a créé une espèce de rencontre entre ces deux mondes de percussion, et un travail sur les polyrythmies qui est vraiment magnifique,
Alors c'est vrai qu'en plus de ça, c'est assez scotchant le résultat et c'est très visuel, c'est très spectaculaire. Bon là évidemment on va avoir que l'aspect, on va en écouter un petit morceau. On aura vous voulez dire que vous n'avez pas de vidéo à nous proposer tout de suite à l'instant pour les auditeurs? Alors les vidéos... Mais c'est un scandale. À la radio je ne pas, mais on trouve des vidéos du projet. Voilà. Et donc nous allons écouter, nous en reparlerons tout à l'heure, mais on va écouter justement un morceau qui est extrait d'un disque qui s'appelle Le Cri du Cyclope. Et là aussi c'est un projet très ambitieux de notre ami Wassim Alal. C'est un album avec trois CD. Et là il y a juste un morceau avec le gamelan, mais sinon c'est avec tout un tas de rencontres, des projets très différents. On y retrouve des gens aussi différents que Leila Martial, Erwan Keravec, Benjamin Doucessier, plein de gens comme ça. Et il invite sur... Et c'est vraiment super. Voilà, je vous le recommande. C'est un très beau disque. Ça s'appelle Le Cri de Cyclone. En plus, il y a une très belle pochette. Voilà, donc... à la Dali. Pour la fête des mères, ça peut être un peu tard, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Je vous le recommande, monsieur. Vous qui êtes curieux. Ouais, mais je suis pas sûr que ma mère apprécierait. Mais moi, je l'écouterai avec beaucoup d'intérêt. On écoute un extrait de cet album de Wassim Alal. Le mariage fonctionne pour le coup. La derbouka est pas du tout noyée dans les sonorités métalliques du gamelan. Tout à fait, c'est un très très beau travail d'arrangement de la part de Wassim. C'est vraiment, moi je trouve qu'il a un travail sur les polyrythmiques qui est vraiment fantastique.
Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que là, comme je vous disais, c'est très visuel, donc là on n'a eu que le son. Mais Évidemment, parce que je mais- vous vois et là- venir. et- vous n'amenez pas un disque comme ça voilà. par hasard. Et ce n'est pas tout à fait un hasard parce qu'évidemment, vous aurez vous aurez évidemment pouvoir les voir à Luce. Eh bien, évidemment. À Luce cette année, donc ils seront le premier jour du festival le 9 juillet. Vous pourrez découvrir ce projet parmi bien d'autres projets passionnants. Voilà. Donc tout ça c'est pour faire le lien. On aura l'occasion de reparler d'ici le mois de juillet de ce festival. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, Jean-Pierre? Je pense que ça vaut la peine parce que là, on peut détailler quand même pour donner envie aux gens. Mais bon, je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie d'y aller. En tout cas, tout ça pour vous dire que évidemment la billetterie est en ligne, que vous pouvez trouver ça chez Festi, que vous pouvez vous abonner. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont déjà abonnés. Donc je vous conseille de le faire parce que peut-être à un moment, on serait vu les nouvelles réglementations, peut-être à un moment donné, on sera obligé d'arrêter. En tout cas, voilà, pour le moment, en tout cas, vous pouvez toujours vous abonner. Et donc, ça c'est quand même si jamais par hasard, vous ne pouvez pas venir à Luce ou à Wassim-Malal, vous aurez un repêchage, puisqu'ils vont également passer à Baignade Interdite. Alors, Baignade Interdite, Alors il ça, ne s'appelle plus... voilà, et c'est quand même la nouvelle de la semaine. On était resté il y a 1 an et demi sur la dernière édition de Baignade Interdite, où les organisateurs de Baignade Interdite avaient dit c'est le dernier, il n'y en aura plus. 1 an et demi plus tard, on apprend que le festival est relancé. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, et comme elles sont quand même assez rares en ce moment, voilà, la bonne surprise, c'est qu'ils repartent. Donc, ils repartent, ça s'appelle plus Baignade Interdite, ça s'appelle Baignade Sauvage, et ce sera plus donc sur le site de Rivière, puisque les piscines vont être utilisées à autre chose que des concerts, a priori. Donc, ils sont un petit peu poussés vers la sortie. Et donc, ils ont rebondi et ils vont continuer le projet. Ce sera plutôt en aval de la rivière du Tarn. Voilà, la rivière, on parle du Tarn, puisque c'est un toujours festival le long dans du le Tarn. Ce sera toujours, mais le long de la rivière d'ailleurs, et puisque ce sera entre Saint-Juéry et Ambialé, voilà, dans d'autres magnifiques trucs, l'esprit va rester le même. Voilà, et c'est vrai qu'avec Benjamin, c'est vrai que lorsqu'on fait des programmations, on s'appelle quand même parce qu'on a un petit peu les mêmes goûts, on s'appelle souvent pour ne pas avoir trop de doublons. C'est pas grave si un groupe joue dans les deux festivals. Si on avait exactement le même programme, ça serait un peu plus embêtant. Donc voilà, donc ça serait un projet commun il y aura un autre musicien qui sera commun entre Baignade et Luce. Mais c'est vrai qu'on est deux festivals qui défendent un petit peu un peu les mêmes goûts, pour le dire. Les mêmes musiques, les mêmes esthétiques. Et donc Wassim-Malal, il joue quand à Baignade? Alors je pense que ça c'est Benjamin qui m'a dit, donc peut-être que j'aurais pas dû le dévoiler, mais en fait je sais que Wassim joue là-bas, mais donc je pense que la programmation n'est pas encore dévoilée sur le net, mais ça ne saurait tarder. Ça sera en septembre dans tous les cas. Non, ce ne sera pas en septembre, ça sera les derniers week-ends d'août. Ah oui, ils ont avancé. Ils ont avancé. Ah oui, d'accord, très bien. Donc voilà, vous avez une double chance pour voir ce magnifique projet. Bon, et avant de nous quitter, 2-3 noms pour Luz Saint-Sauveur cet été. Déjà les dates. Alors c'est du 9 au 12 juillet. Bon, le festival sera un petit peu différent puisqu'on va s'adapter. C'est un festival adapté aux circonstances. Mais bon, je pense qu'il est aussi... Pourquoi il y a quelque chose ? Il y a quelque chose, donc c'est quand même un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que les organisateurs se cassent la tête parce qu'on est obligé de prévoir à l'avance et qu'après on vous dit mais maintenant vous pouvez, donc maintenant c'est trop tard. Et donc en fait on a un festival adapté et je dirais adaptable. Ça veut dire qu'on peut assouplir peut-être certaines choses. C'est qu'il y a certains concerts dits festifs où les gens sont entassés, par exemple les fins de soirée du festival qu'on a supprimé. Mais il y aura quand même le même équilibre entre des concerts d'improvisation, d'écoute et des concerts un peu plus légers, un peu plus ouverts pour un public moins exigeant. 2-3 noms avant d'achever cette chronique. Vous savez très bien que le principe de l'émission, pas de l'émission, je m'excuse, du festival, c'est justement de ne pas mettre en avant des vedettes. Donc, mais quand même, il y aura quand même un gros morceau qui sera un petit peu le noyau dur du festival, c'est l'ensemble 1. L'ensemble 1 a 23 musiciens qui rassemblent un peu tout le gratin de la musique improvisée en France, ils sont tous là.
Donc ils vont être sur plusieurs temps, un temps en milieu de la montagne et puis sur scène avec des installations pas possibles, avec de nouvelles installations de son et de lumière. Voilà, il y aura Albert Marqueur qui sera là à 6h du matin avec un autre ensemble. Voilà, il y aura des découvertes de jeunes musiciens, il y aura toujours... Et j'ai cru comprendre que la Baraque à Free, la formation musique impro de Toulouse, partie de la fac du Mirail, enfin de la fac Jean Jaurès, puisqu'il faut dire comme ça maintenant, sera aussi de la fête à Jazz à Luz cet été. Ça fait partie des choses qu'on a envie de faire, c'est-à-dire vraiment défendre des nouveaux projets. Bon, voilà, et ça c'est une priorité pour nous. Oui, puisque la Baraque à Free a un nouveau projet et un nouveau répertoire. Juste pour terminer, on aura quand même un groupe qui va revenir, ça on le fait pas très souvent, mais parce que je trouve qu'il le mérite beaucoup, c'est dans Sensible et qui ont malheureusement pas été élus pour Jazz Migration, et par vengeance on s'est dit on va les faire jouer parce que c'est vraiment extraordinaire. Là on les avait eu en version rue et là il va être sur la scène et c'est vraiment un projet, on le présente plus, on en a souvent parlé ici. Voilà, simplement rappeler que Edodon Sensible viennent de sortir un premier album très beau. absolument formidable et fracassant. Même Alex Duty l'a trouvé bien. C'est dire. C'est dire. Voilà, donc tous ces gens-là à Jazz à Luz cet été. On reparlera également de cette reprise de Baignade Interdite. Le nouveau nom ? Je m'en souviens déjà. Baignade Sauvage. Voilà, Baignade Sauvage, donc le festival du jazz improvisé dans le Tarn, cette fois entre Saint-Juéry et Ambialet. Et puis Jean-Pierre Lérac viendra nous parler de Jazz à Luz début juillet. Il reviendra un peu largement sur cette programmation. À bientôt. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, et la suite, c'est nos invités du soir, deux journalistes du journal en ligne Chouf Tolosa, Emmanuel Riondé à ma gauche, Leïla Larabi à ma droite. Le premier va nous parler un peu de quel est ce journal, d'où vient-il, quelle est sa ligne éditoriale, comment fonctionne-t-il et quel est son objet. Quant à la seconde, elle nous parlera d'un article qui est paru dans ce journal en ligne et qui est assez drôle, assez sidérant, qui se veut une étude sémantique sur le champ lexical exploité par le journal La Dépêche lorsque ce journal local parle du quartier La Rainerie. Le résultat est assez sidérant, on en parle dans une petite dizaine de minutes, mais juste avant, Emmanuel Riondé, 2 mots ou 3 mots même sur ce journal Chouf Tolosa. Chouf, je vais le rappeler, ça veut dire voix, ça veut dire regarde. Le chouf, c'est celui qui détecte la présence policière pour indiquer aux vendeurs de drogue qu'il y aurait intérêt à se faire discret ou à faire fissa les bagages parce qu'il y a la police qui arrive. Mais dans votre cas, le chouf, c'est regarde ce qui se passe autour de toi et regardons ce qui se passe autour de nous. C'est ça. Avec, effectivement, on a pris ce chouf, c'est parce que ça fait référence à une des activités qu'il y a dans les quartiers populaires et les cités, pas qu'à Toulouse, partout en France. Ce nom, on l'avait trouvé, c'est une réunion qu'on avait eue il y a 2 ans, on s'était un peu réunis, et on voulait trouver un titre à ce média qu'on allait lancer, et chouf, c'est venu d'une d'entre nous, là, je sais plus qui, ça fait 2 ans déjà, et puis Tolosa, ça s'est imposé, puisque voilà, on voulait s'ancrer à Toulouse, on est un média toulousain, et des quartiers. Donc on a trouvé que c'était un titre qui correspondait, qui cochait ces 2 cases-là. Donc voilà. Un journal de quartier, parti du quartier Les Isards, mais qui parle pas simplement de ce qui se passe aux Trois Cocus. Une initiative qui est partie du Tactique Collectif, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça, mais alors je vais préciser. Et c'est pas non plus aux Isards. Il se trouve que le Tactique Collectif est là-bas, mais en fait, la genèse du truc, c'est que moi, j'étais sur Toulouse depuis quelques temps, je suis journaliste indépendant. J'avais monté un projet de ce type à Marseille, où j'ai passé du temps, et j'avais le projet de recréer ça un peu ici. De participer à recréer quelque chose qui ressemblait à ça ici. Et je m'étais dit, en arrivant, étant toulousain d'origine et connaissant un peu ce qui se passait ici, je m'étais dit que parmi les interlocuteurs
que je pouvais rencontrer pour monter ce genre de truc, il y avait le Tactique Collectif. Donc voilà. Je ne vais pas faire l'article ici du Tactique Collectif. On est sur Radio Campus à Toulouse. Surtout que dans cette émission, un des chroniqueurs habituels de Caramel Mou s'appelle Salah Amokrane. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà. Mais donc, j'ai été voir Salah. Et c'est avec lui qu'on a eu les premiers échanges autour de ça. Et Tayeb, Cherfi, et on est parti. Moi, la proposition que je leur faisais, encore une fois, je m'inspirais un peu de ce que j'avais fait à Marseille, c'était d'abord de monter un atelier journalisme. Donc, en 2 mots, ces projets-là, ils ont une petite histoire, là, qui n'est pas toulousaine, qui est française, qui elle pourrait remonter à plus loin, mais on peut la faire commencer en 2005, où il y a en région parisienne des journalistes qui ça pète, novembre 2005, ça pète partout en France, dans les quartiers et les cités, c'est la révolte des quartiers. Et il y a des journalistes, notamment un qui était au Monde à l'époque, qui travaillait aussi pour des journaux suisses, et ils disent à leur rédaction, il faudrait aller voir dans les quartiers ce qui se passait, et créer le Bondi Blog. C'est le début du Bondi Blog, qui 15 ans après existe encore. Et ça a été le début enfin, c'est pas le début, mais ça a été un moment marquant de ce qu'on a appelé la presse des quartiers, où il y a eu, on s'est dit comme ça que ça partait quand même d'un constat qui était qu'il y avait un problème sur la façon dont les médias mainstream parlaient des quartiers et sur la difficulté pour les gens des quartiers à exister dans les médias. Donc en gros, c'était ça. Et c'est passé des fois par la création de médias comme le Bondi Blog et puis dans d'autres lieux, comme par exemple à l'époque à Bobigny, dans la région parisienne, avec un atelier journalisme pour des jeunes des quartiers. Moi, j'avais un peu mis ça en place à Marseille. Et c'est sur ça qu'on est parti avec Salah, il y a maintenant 3 ans, puisque les cours de l'atelier journalisme de Toulouse ont commencé en janvier 2018. Et à qui ils s'adressaient, ces cours de journalisme ? Ça s'adressait à qui voulait venir, venant des quartiers. Il y avait un plafond d'âge bas, c'est-à-dire on était parti avec on en avait une gamine, je crois, de 15 ou 16 ans. Il s'est avéré que c'était compliqué parce que la scolarité et tout ça. Donc c'était plutôt des jeunes majeurs. Pas d'âge, on en avait là, dans le groupe aujourd'hui Chouf Toulousain, on en parlait tout à l'heure, mais on a des retraités. Le moteur, c'était l'envie d'être là et de s'accaparer des outils pour faire un peu ce qui est la base du journalisme, la presse écrite. Moi, j'étais là pour transmettre ça. Et autour de ce projet-là, gratuit, sans condition de niveau, voilà, l'idée aussi, c'était ça, c'est de se dire que c'est un métier, la presse, où il y a plusieurs filtres pour aller dans les écoles de journalisme de niveau, de revenus, des fois, tout ça, et de faire quelque chose qui n'a évidemment pas vocation à concurrencer les écoles de journalisme, c'est de l'éducation populaire, mais qui pour le coup est accessible à tous et à toutes qui souhaiteraient venant des quartiers, pas forcément avec l'envie de parler des quartiers, de ne parler que ça, mais avec l'envie de s'accaparer quelques outils. On est parti là-dessus, on a fait ça pendant 6 mois, avec déjà en tête le projet qu'au bout de ça, on créerait un média. Un média des quartiers et qui aurait potentiellement vocation à réunir ceux qui avaient suivi les cours de cet atelier qui était en cours du soir. On faisait ça 1 fois par semaine. Alors il s'est avéré que ça n'a pas été trop le cas. Aujourd'hui, il reste plus grand monde dans le Chouf Toulousain d'aujourd'hui, 3 ans après, de ceux qui avaient fait l'atelier journalisme, mais les liens ne sont pas coupés. Ils sont toujours, la plupart font encore partie de la liste, certains viennent parfois. Bon, j'y viendrai tout à l'heure, mais comme tout le monde, on vient de passer une année un peu compliquée. Oui, il paraît, ouais. Ben ouais. Il paraît. Voilà. Donc nous, on est un petit collectif de bénévoles. On a tous des activités par ailleurs et notre vie. Donc on se réunit à l'envie et à la motivation. Et ça passe quand même par des petites... Ouais. Excuse-moi. Et ça passe par des petits moments collectifs qui, comme pour tous les moments collectifs, l'année qui vient de s'écouler, ont été compliqués à organiser. Donc là, on est un peu à rythme doux depuis quelques temps. Leïla Larabi, de votre côté, vous avez rejoint l'équipe de Chouf Toulousain comment ? En fait, je connaissais un des membres, Nabil, qui était avec Manu. Et de là, comme il savait que j'écrivais, j'écrivais déjà sur certains sites, comme, je ne sais pas si vous connaissez Les mots sont importants de Père Desvaliens. J'avais écrit, donc il savait que j'aimais écrire, donc il m'a dit, bon Leïla, si tu veux écrire sur les quartiers, puisque tu es habitante de quartier, donc j'ai rejoint l'équipe, quoi. Et dès le début, où il y a peu de temps ? Non, c'est après. C'est après ? C'est après, ça va faire 1 année. Ouais, vous n'avez pas fait partie de l'équipe des cours du soir ? Non, du tout. Non, malheureusement, j'aurais aimé, mais non. Et qu'est-ce que vous y retrouvez dans ce journal donc associatif, journal en ligne ? En fait, ce que je retrouve, c'est qu'on peut donner la parole aux gens de quartier
Et c'est vu par des gens de quartier, donc c'est déjà pas mal. C'est plus objectif, je pense, que ce qui se dit ailleurs. Donc moi, vivant dans les quartiers, ça fait 25 ans que je vis dans les quartiers, donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse, quoi. Emmanuel Riondé, la ligne éditoriale, c'est quoi de Chouf Tolosa? C'est donner à voir, à écouter, à lire, puisque Chouf Tolosa utilise les trois façons de faire de l'info. Il y a des images, il y a de la photo, il y a de l'écrit. C'est donner à voir, à lire et à écouter la vie des quartiers toulousains. C'est un peu ça. Déjà, c'est quelque chose qui est... notre ligne éditoriale, elle est en mouvement avec le groupe. Elle n'est pas venue d'en haut, on l'a définie ensemble. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de créer un espace et un outil, donc ce site maintenant qui s'appelle Chouf Tolosa, pour permettre à la fois de parler de ce qui se passe dans les quartiers et de donner la parole aux gens qui y vivent et qui y travaillent. Sans exclusive. Bon, c'est pas interdit. Si je prends les contenus de Chouf Tolosa depuis qu'on existe, on a publié un peu moins d'une centaine d'articles maintenant depuis que ça existe. Quand on a commencé, il y avait le Hirak en Algérie, qui est quand même assez loin des quartiers toulousains. On en a parlé parce que ça faisait écho dans les préoccupations de beaucoup d'entre nous. Donc on a parlé de ça, on a parlé de la CAN. On a parlé de sport, on a parlé de culture. Oui, attendez, ici c'est un pays de rugby, donc rappelez quand même que la CAN, c'est une compétition africaine de foot. Exactement, et depuis quelques années, il y en a une qui se fait dans les quartiers à Toulouse, la CAN des quartiers. Voilà, donc on n'a pas décidé de ne parler uniquement des quartiers, mais c'est une parole qui vient de là et qui s'adresse un peu à ça. Voilà. Vous savez à peu près combien de lecteurs vous touchez, le nombre de gens qui vous suivent ? Ouais, on le sait, on a les statistiques du site. Alors, on est sur à peu près, je ne vais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas regardé pendant, à peu près, je dirais 700 visiteurs uniques semaine. Ah oui. Je ne me rends pas compte. Ça fait beaucoup, oui. C'est pas ridicule. Non, c'est pas ridicule voilà, du donc tout. on est plutôt sur un truc comme ça, peut-être un peu moins. Mais c'est de cet ordre-là. Ah ouais. Et le fonctionnement du journal, c'est quoi ? Vous êtes une espèce de rédacteur en chef qui organise une réunion où sont distribués et discutés les sujets, ou on se réunit, chacun donne ses préoccupations du moment et on décide qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un peu ça. Moi, je ne suis pas le rédacteur chef. Pour le coup, on a un fonctionnement très horizontal. En revanche, c'est vrai que je suis le seul journaliste d'expérience du groupe, même s'il y a dans le lot, notamment Nabil, dont parlait Leïla tout à l'heure, qui par exemple a suivi, il était là lui au début de l'atelier, donc il y a vraiment des gens maintenant qui ont des bonnes billes. Mais on se réunit une fois par semaine, en ce moment un peu moins, mais voilà, on essaye. Et c'est ça, chacun vient avec ses idées, on les met sur la table, on en discute, c'est une vraie conférence de rédaction. Qu'est-ce qui a retenu notre attention dans l'actu, plutôt locale ? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire journalistiquement sur le site et sous quelle forme ? Et puis là, les gens se lancent, et puis on discute, et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des discussions sur le format. Est-ce que ça va plutôt être... on a plutôt quand même passé des papiers écrits, mais il y en a parmi nous qui sont armés pour faire du son, et outillés, équipés et formés, y compris aussi un peu de vidéo. Donc c'est parfois ça. Et puis après, voilà, on est, comme je disais tout à l'heure, on est un bénévole, donc on ne se met pas des deadlines de fou sur les rendus, on le passe quand c'est fait. Ah ouais, quand c'est prêt, voilà, et ça s'est un peu aggravé, encore une fois, l'année qui vient de s'écouler. On a quand même l'ambition, nous, de monter en charge, de produire plus souvent, trucs plus réguliers. Voilà, là on fait avec les contraintes qui sont celles de tout le monde et qui sont aussi les nôtres. Oui, et c'est vrai que la différence entre un journal sur le web et un journal papier, c'est qu'un journal papier, il est construit sur le délai d'une semaine ou le délai journalier quotidien, et qu'il y a une première page et une dernière page, alors que sur Chouf Tolosa, mais comme Médiacité, autre journal sur le web toulousain, c'est au fur et à mesure que les articles sont construits, finis, écrits, qu'ils sont publiés sans qu'il y ait vraiment un numéro avec un certain nombre d'articles. C'est ça. Alors, sur des médias en ligne réguliers, type Mediapart, où il y a beaucoup de production, là, ils ont plusieurs éditions quotidiennes. Nous, on n'en est évidemment pas là. Nous, on édite un papier quand il est fait. Voilà, ouais. Alors, il y a eu un moment au début, là, quand on a lancé le truc, où il y avait une vraie dynamique, il n'y avait pas encore le Covid, on était nombreux aux réunions, tout ça. Il y avait eu le Hirak, on était parti sur des séries. Donc on en avait un peu sous le pied. Des fois on publiait, quand on avait fait la série sur l'Algérie, le Irak.
On en publiait, on savait lequel arrivait, on avait pu construire quelques narratifs comme ça. Là, ça a été un peu plus décousu, mais ça reviendra, parce qu'on sait faire. Et puis, on apprend en faisant. Mais effectivement, nous, on édite quand là, en ce moment, on édite quand on a un papier qui est prêt. Et puis voilà, c'est pas mal, parce que du coup, on n'a pas de pression là-dessus, pour le coup. Leïla Larabi, est-ce que vous sentez qu'il y a une dynamique donnée par ce journal sur le quartier où vous vivez ? Qui est quel quartier, d'ailleurs ? J'habite à Bellefontaine, moi. Pas trop. Pas trop ? Pas trop. J'essaie de faire passer, d'en parler, quoi, mais ça passe pas trop. Et en plus, les gens sont, on va dire, assez réticents quand il s'agit des médias. Ils ont une certaine expérience, donc c'est pas évident de se confier. Mais je pense que ça va venir, comme dirait Manu. Je pense que ça va venir et que plus tard, on aura un peu plus de matière, quoi. Et il y a de la réticence même en sachant que l'information est fabriquée sur place. Oui, mais je pense que déjà le Chouf toulousain, il n'est pas encore très connu dans les quartiers. Et je pense que c'est de là que ça truc, à cause du Covid et tout, il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. On devait faire passer beaucoup le faire connaître et tout, mais ça s'est pas fait. Mais je pense que ça viendra. Donc on va parler d'un article qui a été publié par Chouf Tolosa il y a déjà 2 ou 3 mois, je pense. C'était janvier, article assez ambitieux puisque c'est parti de la volonté d'aller voir du côté de la dépêche et de sa façon de traiter l'actualité là du quartier de la Rainerie, et notamment en essayant de voir la façon dont les mots sont utilisés, quels mots ils utilisent lorsqu'ils parlent de ce quartier, sur quels thèmes sont abordés. Et c'est vrai que le résultat est assez sidérant. Vous pouvez nous en dire 3-4 mots, Leïla ? Sur les articles, bon, il y a tour à jour, ça sera fait de manière à ce que ce soit négatif, violence urbaine, islamisme, drogue. Donc quand on lit ça donne pas envie aux gens de rentrer dans les quartiers. Après, la dépêche du midi, elle n'est pas différente des médias en général. C'est l'image que donnent les médias, les quartiers défavorisés, territoires perdus de la République et tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là, la dépêche ne fait rien de nouveau. Hein. C'est pas quelque chose d'innovant. C'est parler des quartiers en mal, en négatif, oubliant qu'il y a des gens qui habitent dans ces quartiers-là, oubliant qu'il y a des gens qui ils ont leur... ils ont leurs problèmes dans les quartiers et c'est pas évident d'avoir cette étiquette collée et ça peut nuire aussi quand on vit dans un quartier au niveau de l'emploi, au niveau des logements, la discrimination qui se fait. C'est un peu, c'est fait de manière à ce qu'on soit discriminé. Donc du coup, nous qui vivons dans les quartiers, ça peut parler de drogue, on voit ça, mais c'est pas un quartier où quand on rentre, on est dépouillé quand on sort. Je ne sais pas, récemment où j'ai lu Horde dans les banlieues, on n'est pas des hordes, c'est des gens qui habitent et qui ont des familles, qui ont envie de vivre comme tout le monde, donc c'est compliqué. Quand je disais que c'était un article ambitieux, c'est que c'est pas simplement le ressenti d'un certain nombre de lecteurs de la dépêche qui s'emparent de ce sujet et qui racontent un peu ce qu'ils en sentent, c'est que c'est quand même partie de l'étude dont je parlais de sémantique, de milliers d'articles publiés par la dépêche pendant 10 ans, entre 2005, dans cette fameuse révolte des quartiers de 2005 et 2015. Donc c'est quand même un boulot assez ambitieux. Comment s'est fait cette étude, là, pour le coup, c'est quelqu'un donc Michael qui signe l'article, qui est sur ce terrain-là depuis le moment où il a commencé à récolter les articles, qui s'intéresse à la façon dont les médias racontent l'environnement dans lequel ils évoluent. Et lui, son environnement, c'était la Rainerie. Et donc, il a récolté tout ça. Et il ne savait pas ce qu'il en ferait, a priori. En tout cas, il était attentif à la façon dont la dépêche, qui est le vaisseau amiral de la PQR ici, parlait de son quartier. Oui, la PQR, la presse quotidienne régionale. Pardon, et du coup, et puis lui, c'est quelqu'un qui a rejoint Chouf Tolosa à peu près au même moment que Leïla, d'ailleurs, il y a 1 an et demi. Et dans ces fameuses conférences de rédaction où on met sur la table tout ça, c'est quand même nous un sujet qu'on aborde souvent entre nous, la façon dont les médias parlent des quartiers. Pour noter des fois un papier qui nous a plu, un autre qui nous a moins plu, comment nous on pourrait rectifier le tir, qu'est-ce qu'on pourrait contre-proposer. Et un jour il nous a parlé de ça, on s'est dit mais vas-y Michael, quand tu te le sens, propose un truc. Et nous on a réagi comme vous, c'est-à-dire qu'on l'a vu, on s'est dit non mais là c'est un gros boulot, on ne s'attendait pas à ça. Et on l'a publié, et d'ailleurs ça a pas...
ça n'a pas échappé à... Enfin, il y a des gens qui l'ont repéré, notamment Médiacité, dont vous parliez tout à l'heure, qui a poursuivi un peu. Voilà, qui a poursuivi sur la période 2015-2020. Ils sont venus nous en parler ici il y a un petit mois en disant que il y avait peut-être au niveau du comptage des détails sur lesquels ils n'étaient pas forcément d'accord, mais que de manière générale, ce qu'ils avaient étudié entre 2015 et 2020 correspondait quasiment à la période de 10 ans que vous aviez couvert, donc qu'il y avait peu finalement de différence dans le traitement que la dépêche peut avoir de ce quartier de la Rainerie dans les articles qu'elle y consacre, notamment ce qui était un peu stigmatisé dans votre article, c'était cette façon d'oublier des champs entiers de la vie de ces quartiers, sportifs ou culturels, qui n'étaient quasiment pas traités par la dépêche, et ce que disait Leïla Larabi tout à l'heure, la dépêche traitant surtout des vols, de la casse, de la drogue, des voitures brûlées et de tout ce qui était délinquance, y compris lorsqu'il s'agit de parler de la vie scolaire, où une partie des papiers concernant la vie des établissements scolaires de la Rainerie, traitant aussi des actes de violence qui peuvent s'y passer et qui existent, mais qui ne sont quand même pas la majorité des actions qui s'y déroulent. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait vous n'en avez pas parlé, mais même pour dire qu'ils méconnaissent ces quartiers, c'est qu'ils confondent carrément des endroits. Ils parlent de Tintoret qui est à la Rainerie alors que c'est à Bellefontaine. Des écoles qui sont à Victor Hugo, c'est l'école de mes enfants, c'est plutôt à Bellefontaine qu'à la Rainerie. Donc, quelque part, ils n'y vont pas sur le terrain pour savoir que tel endroit, tel édifice est à tel endroit. Donc, c'est un peu lancé comme ça. Et vous en faites ce que vous voulez. Alors, ceux qui ne connaissent pas les quartiers auront cette idée-là. Ceux qui connaissent les quartiers savent que c'est pas ça. Donc, le problème, c'est que ça fait beaucoup d'idées reçues. Et c'est compliqué de déconstruire toutes les idées reçues. Et Chouf Tolosa, c'est un outil pour déconstruire un peu ces représentations ? Oui, complètement. Complètement. Si ça peut permettre d'avoir un autre regard, d'ailleurs, pour Chouf, donc d'avoir un autre regard sur les quartiers, ça serait bien. La dépêche a réagi à votre étude, en a eu connaissance Alors, on a eu connaissance, j'imagine, surtout qu'en plus, si ça leur avait échappé, quand Médiacité l'a repris, là, c'est sûr qu'ils l'ont eu. Non, ils ne nous ont pas fait signe. Voilà, mais ça, c'est pour le coup, c'est le privilège des puissants. C'est-à-dire, ils peuvent faire le dos rond quand il y a des... Voilà, ils peuvent... Le mieux, c'est de se taire. Et puis, par ailleurs, encore une fois, le montre aussi le travail des confrères de Médiacité. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire, le travail de Michael, c'est un travail sérieux. Alors, il peut être nuancé sur plein de choses, mais sa recension est précise. Oui, c'est pas du ressenti. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas du ressenti. Du coup, on peut débattre peut-être, il pourrait vouloir débattre des conclusions qu'on en tire, mais voilà, donc non, il n'y a pas eu de retour. Juste, si je peux dire un mot pour appuyer ce que disait Leïla, par rapport à la déconstruction, pour nous, c'est vraiment une des missions qu'on se fixe aussi dans ce collectif. Et on a par exemple eu l'occasion de le faire avec Nabil. Il y a 2 mois, on a été intervenir à la médiathèque Grand Thème face à une classe de seconde pour parler des médias et des quartiers. C'était fort intéressant parce qu'effectivement, c'est exactement ce que disait Leïla tout à l'heure, on a pu prendre conscience de l'importance de la défiance de ces jeunes, c'est des jeunes, c'est des secondes, c'est des gamins qui ont 15-16 ans, par rapport aux médias, et en même temps, et ça m'a agréablement surpris, de leur bonne connaissance des médias, et par exemple de la dépêche. C'est des jeunes qui lisent la dépêche, alors je ne sais pas s'ils lisent sur leur appli ou sur... je ne pense pas qu'ils l'achètent en papier tous les matins, mais ils veillent, ils regardent à ce qui se passe dans la dépêche, donc ils savent comment la dépêche parle de leur quartier. Par ailleurs, elles ne parlent pas que mal tout le temps de leur quartier, c'est aussi écrit dans le papier de Miguel, mais globalement, ils ont bien compris qu'il y avait une façon de traiter leur quartier qui n'était pas la même comme on parle des Carmes, ou pour être un peu caricatural. Pour préciser, je crois que c'était le lycée de... Qu'on avait rencontré. Voilà, le lycée du Mirail. Voilà, le lycée du Mirail. Donc, c'est des élèves... Et effectivement, il y avait... Rive gauche. Voilà, Rive gauche, voilà, chercher le nom. Voilà. Et il y avait vraiment une attente de leur part d'un travail de déconstruction, mais que nous, c'est pour le coup, c'est une piste qu'on creuse à Chouf Tolosa, se dire que quand on pourra, on ira à la rencontre d'habitants, pas forcément des jeunes, mais aussi de jeunes, pour discuter avec eux de ce que c'est les médias, comment on peut parler des quartiers, comment on pourra en parler autrement, leur ouvrir la porte, parce que Chouf Tolosa, il est aussi pour eux s'ils en viennent. Voilà, ça c'est effectivement quelque chose qui pour nous est important. Ouais. La suite pour Chouf Tolosa ?
Leïla, tu veux... La suite, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pénétrer encore un peu plus dans les quartiers, que les quartiers parlent. Et s'emparent de ce média ? Voilà, s'emparent de ce média pour avoir une autre vision des quartiers toulousains, des quartiers populaires, comme on dit. La rédaction, actuellement, c'est combien de personnes ? Alors, si les gens, notre petit collectif où on se fait tourner les mails, on n'est pas loin d'une vingtaine. Quand on se réunit, on est beaucoup moins. Souvent. On a un petit noyau dur en ce moment de 4-5, mais ça tourne. On sait on peut. Il y a aussi des gens qui ont vraiment des agendas contraignants des fois. Parce qu'il y a quand même des journalistes. On a 2 journalistes dans le lot. Vraiment des journalistes, quoi. Donc à la c'est limite, le métier. Voilà, c'est le métier, donc c'est pas évident de concorder les emplois du temps. Mais quand elles peuvent faire les articles, elles le font. Et parmi elles, tu fais bien d'en parler là, il y en a eu 2 qui sont passées par Chouf, qui sont rentrées à la Chance, qui est une espèce de prépa au concours d'école. Ouais. Une qui est en 3e année d'école journalisme Toulouse, c'est des gens qui sont passés par Chouf, donc ça nous fait plaisir aussi. On peut aussi servir à ça. Et juste pour compléter, un des projets aussi, c'est quand même de structurer. Aujourd'hui, on n'existe pas juridiquement. Et on va réfléchir là dès qu'on pourra, peut-être créer une petite structure, peut-être une asso, on va voir. Mais pour essayer de se structurer, éventuellement aller vers quelque chose d'un peu plus costaud, qui permettrait peut-être d'avoir... De tenir sur la durée. De tenir sur la durée, voilà. Très bien, écoutez, Chouf Tolosa est disponible sur Internet, sur n'importe quel moteur de recherche, vous le tapez, Chouf Tolosa, et vous avez l'adresse qui s'inscrira, allez voir, c'est organisé par icône, par thème, il suffit de cliquer dessus et vous avez droit aux articles ou aux reportages sonores, parce qu'il y en a aussi quelques-uns qui sont plutôt très bien faits, on se demande même si on n'en diffusera pas de temps en temps ici dans Caramel Mou. Il le mériterait en tout cas. Il donne un peu une idée de ce qui peut se passer dans les quartiers populaires toulousains. Merci en tout cas à vous deux, Leïla Larabi et Emmanuel Royandi, d'être venus nous rejoindre dans ce studio et à très vite. Oui. À bientôt, merci. Mais parfait. Super, merci. Play it back. Had to check it. Say something. Play it back. Had to check it. The future plan, a manifesto through a lens of care. Feeling better, blue. Feeling better, someone who loves you. Unknown.
Voilà, c'était donc là, d'habitude, la programmation de Caramel Mou est essentiellement faite de groupes, de musiciens, de productions toulousaines. Et puis, vous allez peut-être pas me croire, mais dans la semaine, j'ai reçu un gentil mail qui s'adressait à Joe Kangourou de Caramel Mou. Ça, c'était en français, tout le reste était en anglais, parce que le mail venait d'Estonie. Et donc, un groupe estonien m'a fait passer ce qu'on vient d'écouter. Le groupe s'appelle Abuse. Le morceau, c'est Say Something. J'ai trouvé ça assez formidable, électropop, très classieuse. Pas de printemps pour Marnie aurait pu le faire, ce morceau. Et je me suis dit que ça valait quand même le coup de les passer. Non. Irradie vraiment. On voit surtout à quel point Internet irradie le monde. Voilà, donc c'était la chose étrange de la semaine. Ça vient d'Estonie. Le groupe s'appelle Abuse et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Say Something, et suffisamment rare pour être passé ce soir. Pas, ça. Eh bien ouais, moi jusqu'à il y a 2 jours, moi non plus. Voilà, on va presque se quitter, mais le temps de prendre le temps justement de vous conseiller quelques concerts soit en public, soit en live stream, puisque les concerts Facebook continuent néanmoins, malgré cette réouverture annoncée avec toute la gloire que l'on a connue la semaine dernière. À un moment donné, je me demandais même si du côté d'Israël et de la Palestine, ça continuait à se battre, parce qu'on n'en parlait plus du tout. Il n'y avait que des images sur les terrasses, des images de terrasses bondées, bien entendu. Et je me disais, finalement, c'est ça qui est le plus important. Il manque plus que le pain et les jeux, et ça y est, la coupe est pleine. Le Roland Garros va commencer, la coupe d'Europe, les Jeux Olympiques, le Tour de France. Tout redevient mais normal, ça y est, le monde d'après a déjà commencé. On est vraiment, tout d'un coup, tout va bien. Ouais. Fantastique. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a des concerts qui ont lieu en ville en ce moment, mais il y a encore des concerts que l'on peut voir tranquillement depuis sa télé. Donc par exemple, concert de réouverture au théâtre des Mazades. Donc là, ça a déjà commencé à 18h30, mais vous pouvez peut-être encore y aller. Il y a Julie Sharp qui chantera son espèce de folk très classieux avec une voix assez superbe. Il y a aussi Mandarine et Common Ground X Dar. Je ne les connais pas ceux-là, mais ça c'est ce soir à partir de 18h30 jusqu'à 21h au théâtre des Mazades. Alors concert en live stream, celui-là, depuis le Bollé-Gazon, une salle qui vous est connu, Jean-Pierre Lérac, puisque c'est une salle de Castres. Oui, c'est ça. Sûr, bien sûr. Vous êtes castré, je le rappelle. Donc live stream à 20h30 en direct du Bollé-Gazon avec 2 formations toulousaines, dont la nouvelle formation de Marie Sigal. On y retrouve Philippe Waterballs, on y retrouve Simon Portefait à la batterie, on y retrouve aussi Dorian Dutèche à la guitare, et puis Marie Sigal à la voix et au piano. Donc ça, c'est un live stream depuis le Bollé-Gazon à partir de 20h30, et en première partie de ce concert, il y a un trio électropop toulousain peu connu encore, mais qui est assez formidable. On en avait passé quelques extraits l'année dernière, mais après le Covid, ils n'avaient pas pu venir en direct dans cette émission. C'est un groupe qui s'appelle Oli. Donc voilà, Oli et Marie Sigal ce soir, donc en live stream sur le site du Bollé-Gazon, que ce soit sur le Facebook ou sur YouTube. Oui, Jean-Pierre ? Non, je dis Oli, ça me fait penser à... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la série France Inter. Non, ni même avec Big Flo. Non, c'est pas Oli tout seul. Big Flo et Oli ne sont pas séparés. Ce trio... À un moment, j'ai cru que c'était ça. Non. Oli, c'est un trio électropop qui n'a rien à voir avec les 2 frangins, qui par contre, on dit que finalement, leur fameux festival, qui devait avoir lieu au mois de septembre, était encore décalé d'une année. Concert toujours en live stream, ça se passe sur une radio à Genèse, et une émission de radio qui a lieu demain à 16h, La Soupape, qui a la bonne idée d'organiser un concert en direct de la salle du coin à Agen, c'est le Florida. Donc sur la scène du Florida, il y aura Underground Therapy, groupe de métal que l'on a rencontré dans Caramel Mou il y a 3 semaines. Donc si vous voulez écouter davantage le son d'Underground Therapy, là ils seront vraiment en configuration
normale. Ici, ils nous ont fait un set en acoustique. Là, ils seront vraiment en version électrique. Donc, ça se passe demain sur la page Facebook du Florida à partir de 16h. Et c'est donc une émission de la soupape qui est diffusée sur une radio à Genèse. La suite des concerts au Bijou, eh bien, c'est la semaine prochaine. Il n'y a rien ce vendredi, mais à partir de la semaine prochaine, on pourra écouter Jourda le 3 juin. Il y aura le duo Pahamat-Sandoval les 9, 10 et 11 juin. Claire Gimat le 15 juin. Les Acides le 16 juin. Et puis, il y aura les sorties de musicales les 17 et 18. Steph fera son retour à Toulouse les 22 et 23 juin. David Lafort le 24. Et Dorski le 25. Du côté de la CAFPO, le week-end est consacré à l'évocation de la Commune de Paris à travers des lectures et avec la présence des historiens Rémi Pêche et Quentin d'Élu Ernoz. Et puis la semaine prochaine, on pourra écouter toujours à la CAFPO les mercredis 2, 3, 4 et 5 à 19h. Quelque chose qui va être assez étonnant, c'est la réunion de deux duos qu'on adore ici, Cocagna et Sec. Et Cocagna et Sec. Ils devaient jouer ensemble, ça voilà. c'est assez étonnant. Donc Cocagna et Sec vont se mettre. C'est prometteur. Vont se mettre ensemble les 2, 3, 4 et 5 juin. Et puis, comme à partir du 9, on passe sur un couvre-feu à 23h, et bien, la soirée de samedi sera terminée par Mange Ferraille, une espèce de musique entre drone et rock plutôt rageur. Ça, c'est Mange Ferraille, c'est vraiment un groupe extraordinaire. Voilà. J'en profite pour le dire, j'adore vraiment ce groupe. Donc ça sera samedi en deuxième partie de soirée. Je suppose que c'est organisé par Manu. Eh bien, je pense qu'effectivement, c'est un archer dans le Yucca qui organise le concert. Voilà, ça sentait ça, ouais. Et donc, enfin, demain soir, à ne pas louper, à 21h, sur ces ondes campusiennes, nouveau concert à la radio avec Petit Bureau, soit Laetitia Dutèche à la batterie et Stéphanie Marchesi à la basse et au clavier. Elles sont venues ce jeudi enregistrer cette émission qui est déjà en boîte. La musique proposée est absolument formidable. On en écoute un petit morceau de Petit Bureau, Little Pleasure.
tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Et voilà, c'est là-dessus, sur ce petit morceau de Petit Bureau que Caramel Mousse achève, dont je vous rappelais, Petit Bureau, concert à la radio, demain soir sur Campus à 21h. Voilà, l'émission est réécoutable sur la page Facebook et sur la page YouTube de Caramel Mou, Campus FM. Ouais, nous avons une page Facebook et une page YouTube, ça paraît complètement hallucinant, mais il y a des gens qui se chargent de mettre tout ça en ligne. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, les filles, prenez soin de vous. Bye. Caramel.